Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous connecter aussi nombreux sur Twitter. C'est une séance un peu spéciale aujourd'hui parce qu'elle s'inscrit dans le cycle de renforcement de compétences que nous avons voulu, avec la direction générale, mettre en place pour vous tous. Vous avez eu, il y a quelques semaines, une séance sur la CSR, la Corporate Social Responsibility. Ça nous paraissait important maintenant d'enclencher sur des dynamiques de transformation de business portées par le digital et la data. Vous aurez plus tard dans l'année une séance sur le digital et cette fois-ci, nous avons une séance sur la data. Pour nous, la data est importante parce que c'est un enjeu majeur de transformation de notre métier. C'est un enjeu qui est majeur et ce n'est pas un enjeu uniquement technologique. Et c'est pour ça qu'on voulait avoir cette séance de discussion avec vous, parce que vous êtes des managers, des leaders de nos activités métiers. Et ça nous paraît essentiel que vous grimpiez en compétences, que vous développiez vos connaissances sur la donnée. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais essayer de cranter une image avec vous. C'est l'image du téléphone. Et je pense que si vous demandez à vos parents comment est-ce qu'ils décriraient un téléphone, nombre d'entre eux décriraient le téléphone comme un combiné avec un cadran sur lequel il y a des boutons, un fil connecté à un mur pour avoir l'électricité et puis des écouteurs pour pouvoir parler et écouter. Et si vous demandez à vos enfants ce que c'est qu'un téléphone, je pense que beaucoup vous diraient mais un téléphone, c'est un rectangle. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de bouton. Et c'est un rectangle un petit peu comme celui-ci. Voilà. Et donc, je voudrais cranter cette image-là avec vous parce que l'enjeu de la transformation de données que nous avons en face de nous, c'est un petit peu cet enjeu-là, de la transformation du téléphone vieille génération vers un rectangle qui est simple, qui est facile d'utilisation, qui est puissant dans son environnement, qui pose des problèmes ou des questions de sécurité, les informations que vous mettez dessus, d'utilisation, le nombre d'heures que vous allez passer dessus, qui pose des questions d'usage, est-ce qu'on va apprendre vite à l'utiliser, et qui pose des questions d'écosystème, comment est-ce qu'on va arriver à intégrer des nouvelles applications, des nouveaux usages à travers ce téléphone. L'autre avantage de cette image du téléphone, c'est que je pense que chacun de vous a un smartphone dans sa poche, dans sa main, et qu'aucun de vous n'a eu besoin qu'on lui enseigne comment utiliser ce téléphone. C'était intuitif, vous êtes monté en puissance dessus, vous avez saisi l'intérêt du smartphone parce que c'était suffisamment facile et pratique d'utilisation pour que ça vous donne envie d'aller plus loin dans l'utilisation du smartphone. Et bien, c'est exactement ça sur la donnée. Ce qu'on a envie de faire à travers la donnée, c'est de démultiplier notre force de frappe au niveau de nos clients, nous rapprocher de nos clients, transformer notre expérience historique en une data structurée qu'on peut utiliser, soit pour mieux servir nos clients, soit pour développer des nouveaux débouchés, des nouveaux business vis-à-vis de nos clients. Ça doit nous permettre d'aller chercher une création de valeur en top line, donc en chiffre d'affaires, mais aussi en efficacité opérationnelle. Et à titre d'ordre de grandeur, peut-être qu'en ayant en tête qu'on est en 2022 aujourd'hui, si chacun de vous se dit qu'on peut aller chercher un booster de 10% de nos résultats à 2025 à travers une utilisation plus forte de la donnée, je pense que c'est un bon ordre de grandeur à avoir chacun. Voilà, sur ce, vous avez aujourd'hui deux Julien Lévy d'HEC et Julien Molez de notre équipe Société Générale, qui vont partager avec vous des informations sur la donnée, échanger avec vous. N'hésitez pas à leur poser des questions, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks. C'est absolument essentiel que dans la période qu'on vit aujourd'hui, vous arriviez à avoir le plus de connaissances possible sur la donnée pour mieux maîtriser son usage et pour mieux appliquer le pouvoir de la donnée dans votre quotidien métier. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance d'échange et je serai ravie d'avoir vos feedbacks après cette séance pour voir si on peut aussi la nourrir d'informations complémentaires et de développement futur. Très bonne séance de formation et à très bientôt. Merci beaucoup Gaëlle pour cette introduction de cette masterclass consacrée à la data. Comme tu l'as partagé, l'idée de cette masterclass que nous allons animer aujourd'hui avec Julien Lévy, c'est de vous donner des clés de cette transformation sur comment utiliser la donnée dans la transformation des métiers du groupe, qui sont, on le sait, divers,
tant dans leurs activités que dans leur géographie, et comment exploiter tout ce potentiel et connaître votre rôle à vous en tant qu'ambassadeur, et donc vous donner tous les moyens pour être capable de jouer pleinement votre rôle dans cette transformation, en ayant bien compris quelles en étaient les possibilités. Donc aujourd'hui, nous, on va avoir un agenda qui va à la fois aborder des aspects globaux, comprendre pourquoi cette transformation arrive aujourd'hui, pourquoi on a ce besoin de passer de ce téléphone ancienne génération à ce téléphone nouvelle génération, et où se situe le groupe, et également une perspective que nous donnera Julien Lévy sur l'usage de la donnée dans d'autres industries, notamment chez les grands corporates français. Une deuxième partie de la session, elle, s'appuiera plutôt sur des exemples concrets, pratiques, pour vous donner des clés pratiques pour avancer dans l'usage des données dans votre transformation et donner des clés de repère de ce qui existe déjà à travers le groupe. Et on finira par expliciter votre rôle. Quel peut être votre rôle dans cette transformation? Qu'est-ce que nous attendons de vous, finalement, dans cet usage des données? Et quels sont les moyens qu'on met à votre disposition, notamment pour vous former, vous et vos équipes, pour bien comprendre ces enjeux et être capable d'intégrer complètement cet élément dans votre transformation. Alors peut-être, démarrons pour comprendre un peu les fondamentaux de cette transformation par la donnée. Et elle est liée avant tout à notre stratégie d'innovation. En effet, depuis un peu plus de 3 ans maintenant, la direction de l'innovation à laquelle j'appartiens est en appui finalement des équipes du groupe, interagit avec l'ensemble des équipes du groupe pour mener à bien notre mission. Et mener à bien notre mission dans un environnement qui change, on le sait, qui est secoué par des crises qui impactent grandement l'économie, que ce soit la crise sanitaire que nous avons vécue, ou la situation en Ukraine actuelle, mais également des changements de comportement dus notamment à une digitalisation massive de notre économie. Cette digitalisation, elle a été notamment accélérée par la crise sanitaire, par un usage démultiplié des différents services digitaux par les consommateurs à travers le globe. Et pour ça a plusieurs conséquences pour nous, notamment des changements dans les attentes des clients qui ont pris cette habitude de consommer des services digitaux et qui attendent maintenant une réactivité, une transparence dans les services et une hyper-accessibilité de ces services. Ces dernières années, nous avons vu également l'arrivée de beaucoup de nouveaux entrants qui s'appuient, qui maîtrisent nativement cette technologie, on les appelle fintech, start-up, grands acteurs de la technologie, et qui viennent entrer en compétition avec nous sur certains éléments de nos chaînes de valeur, que ce soit les paiements, mais pas uniquement les paiements, soit les néobanques, d'autres, et donc qui redéfinissent un peu le champ compétitif, notamment par cet usage de la technologie. Et en parallèle, bien sûr, des besoins réglementaires de plus en plus élevés, notamment avec une demande de pilotage de plus en plus granulaire, ce qui nous demande de maîtriser nos données pour être capable de répondre à des demandes réglementaires de plus en plus fines, de plus en plus fréquentes. Alors pour ça, notre stratégie d'innovation, elle s'appuie sur 2 grands pans. D'une part, utiliser le digital et la donnée pour accélérer la transformation de nos modèles existants. Et d'autre part, développer de nouveaux business models qui puissent être compétitifs directement avec ces nouveaux entrants et qui utilisent nativement la donnée. Alors pour ça, cette stratégie d'innovation, on l'a construite autour de 5 piliers. Le premier point, c'est comment on est capable de faire la promotion d'une expérience client de premier ordre dans tous nos métiers et porter une attention particulière pour que le client soit réellement au centre de l'ensemble de nos parcours et qu'on puisse lui offrir une expérience digitale d'excellente qualité. Le deuxième axe, c'est comment on est capable d'acquérir des nouvelles méthodes de travail et créer des partenariats avec des acteurs innovants, que ce soit des startups, des incubateurs ou d'autres types d'acteurs pour être capable de repenser nos façons de travailler ou trouver de l'accélération avec des acteurs qui savent innover rapidement et construire des produits rapidement. Le troisième axe, c'était rendre tangible notre transformation digitale, notamment d'un point de vue métier. On savait l'expliciter d'un point de vue technologique, quels étaient les assets technologiques qu'on maîtrisait, que ce soit le nombre d'API dont on disposait ou le nombre de cas d'usage de données. Mais il fallait le rendre matériel d'un point de vue métier, que ce soit dans les ventes digitales, dans l'acquisition, dans le service aux clients qu'on fait sur nos différentes franchises. Le quatrième pilier, c'est bien sûr lancer des nouveaux business models, notamment à travers le fonds SG Venture, qui est actif dans le groupe depuis un peu plus de 3 ans et qui a notamment permis de faire des acquisitions majeures comme Shine, Trésor, Rizocar, ou soutenir le développement de Forge, qui sont les futurs business models de demain. Et le 5e pilier, c'est sur celui-ci qu'on va faire le détail aujourd'hui, le focus de cette masterclass, c'est comment maîtriser la donnée, savoir l'intégrer dans l'ensemble de nos métiers, faire de chaque acteur business quelqu'un qui maîtrise la donnée et qui sait comment l'intégrer dans sa proposition de valeur à ses clients ou dans sa qualité de service. Alors, pourquoi partons autant de données aujourd'hui? Parce que finalement, on pourrait me dire, la banque, voilà, c'est une industrie qui est dématérialisée depuis plusieurs années,
qui traite essentiellement des actifs intangibles avec des programmes informatiques. Donc de la donnée, on en a accumulé, on en traite beaucoup depuis très longtemps. Néanmoins, on a 4 facteurs récents qui amplifient encore cet usage de la donnée et qui nous demandent d'aller un cran plus loin, donc de passer peut-être des téléphones d'ancienne génération à ces nouveaux téléphones. Le premier, c'est l'accélération de la génération de données. De plus en plus de données disponibles, notamment à travers l'usage de nos smartphones, puisque ces smartphones génèrent de la donnée, qu'elle soit vidéo, des posts de réseaux sociaux, des emails, qui s'accélèrent et ce volume ne fait qu'augmenter. On estime que les données des 2 dernières années sont équivalentes à toutes les données créées depuis l'histoire de l'informatique. Le deuxième axe, c'est un renforcement du partage de données et des écosystèmes, encouragé notamment par diverses réglementations et l'application de plus en plus de politiques d'open data d'un certain nombre d'acteurs. Donc, l'espace de données, on a de plus en plus de données et celles-ci sont de plus en plus partagées. Donc, le carburant premier pour créer des produits à partir de ces données est de plus en plus disponible, de plus en plus courant. Le troisième pilier, bien sûr, c'est la technologie. Avec l'émergence notamment des technologies de big data, puis des technologies d'intelligence artificielle qui ont été publiées en open source, et l'émergence des cloud providers qui ont rendu accessibles et peu onéreux les capacités de calcul et de stockage. Le dernier axe, c'est la réglementation. Vous êtes tous au courant de GDPR pour la protection des données personnelles, PCBS 239 dans le domaine bancaire, et plus récemment, l'AI Act produit par la Commission européenne pour réglementer l'usage de l'intelligence artificielle dans l'espace économique européen. Tous ces facteurs conjugués donnent à la fois plus de possibilités, plus de responsabilités et plus de matériaux que sont la data pour créer encore plus de valeur ajoutée pour les différents clients, ce qui explique le focus qui est fait actuellement sur cet usage de la donnée dans la transformation métier. Aujourd'hui, comment ça se concrétise? On verra plus concrètement les produits dans une deuxième partie. Mais aujourd'hui, la disponibilité à la fois de la technologie et des données change un peu les nouveaux standards. Qu'attendent nos clients? Qu'attendent nos parties prenantes? Finalement, ils attendent plus de personnalisation, d'être capable de leur pousser du conseil, de leur donner des insights personnalisés en utilisant leurs données, tout en étant respectueux du cadre de GDPR. Ils attendent également qu'on soit plus réactif, plus disponible, que notre service digital soit présent, qu'il soit capable de converser naturellement avec eux, notamment à travers les capacités d'intelligence artificielle. Et également un besoin de transparence. Je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de la réglementation. Ces données sont nombreuses, mais on attend de nous aussi qu'on soit capable de les publier, de les maîtriser et quelque part de les projeter aux différents intervenants, interlocuteurs que nous pouvons avoir, qu'il s'agisse de nos régulateurs, soit également de nos parties prenantes, parfois des NGO, la société civile ou nos clients, qui peuvent nous demander aussi de la finesse et de la transparence sur ces données. Mais alors, on dirait, voilà, on a besoin absolument de maîtriser ces datas pour rester, devenir encore plus compétitif dans cette économie qui se digitalise à grande vitesse. Alors maintenant, comment fait-on finalement pour maîtriser ces données, pour être capable d'accélérer, pour se les approprier, pour transformer la façon dont on opère? Il faut définir une stratégie, bien évidemment, de maîtrise des données dans chacun de nos lignes métiers. Et pour ça, cette stratégie, elle s'appuie pour nous sur nos 4 grands piliers. Et Julien Lévy y reviendra par la suite, parce que ces clés de lecture, on les retrouve un peu partout dans l'industrie. Le point le plus important, c'est ce qu'on appelle l'appropriation stratégique et la culture. Comment on fait en sorte que chacun des interlocuteurs métiers connaissent le potentiel, connaissent les produits et la valeur ajoutée que la donnée peut apporter à son métier et sachent l'inclure dans ses feuilles de route de transformation. Le deuxième axe, c'est le data management, puisqu'on le sait, disposer de données fiables, de qualité, facilement accessibles pour créer ces produits est aussi un enjeu. C'est un enjeu qui est porté notamment au niveau du groupe par RESG GDO, les équipes de Christina Poisson en lien avec tous les Chief Data Officers du groupe, parce qu'on sait que cette tâche est extrêmement complexe, mais absolument fondamentale si on veut disposer de données pour répondre à nos enjeux, à la fois réglementaires et métiers. Le troisième axe, c'est la partie infrastructure. Il faut également investir pour créer des plateformes informatiques qui sont capables d'ingérer, de stocker, de traiter ces informations pour créer des produits data. Donc, il nous faut de la technologie, il nous faut du métier pour être capable d'aller de l'avant. Et ça, c'est plutôt les aspects, notamment les équipes d'RESG, DDS, Data and Digital Services, qui travaillent sur ces plateformes au niveau du groupe. Et enfin, le dernier pilier, c'est la partie talent. On a besoin de nouveaux talents, essentiellement de nouvelles organisations pour être capable de créer
ces produits et pas uniquement sur la sphère technologique. Et c'est bien là le point sur lequel je souhaite également partager avec vous, vous interpeller, finalement pour être capable d'intégrer ces enjeux de données au sein des agendas métiers, les compétences et les talents vont devoir se loger au sein des business units. Et quelque part, ce que je veux partager avec vous, ambassadeurs, aujourd'hui, c'est effectivement cette conviction en disant qu'on a besoin de transformer toutes nos équipes métiers au plus près des chaînes de valeur pour être capable de les intégrer et faire en sorte que cette transformation devienne une réalité. Avant de passer la parole à Julien Lévy dans quelques instants, on va prendre quelques minutes pour vous partager peut-être où on en est au niveau du groupe Société Générale dans notre transformation de données et quelle est sa matérialité aujourd'hui. Pour cela, on vous a préparé une petite vidéo de quelques minutes qui vous reparcourt les grands achievements, les grandes réussites de notre transformation de données. As a pioneer in innovation, Société Générale has been reinventing itself for over 150 years. Today, digital technologies allow us to offer you a customer experience that is more personalized, smooth, and secure. The increasing digitalization of our services enriches our data assets, and thanks to artificial intelligence, we are unleashing its full potential and using it in a more precise and refined way. More than 330 solutions based on data and artificial intelligence are used every day to create greater value for the benefit of our customers and our staff. We are guided by a vision of the future where data is at the very core of our business, a process that is already well underway. Our goal is to generalize the use of these technologies to provide ever better services to our 30 million clients. Every day, over 1,000 experts work with our staff to build new data solutions for more customization, more responsiveness, more efficiency, and more security. Customization, it's more relevant services for everyone. For example, directly via the app of one of our international retail banks and available soon in other networks, we provide personalized and tailor-made advice and recommendations for our customers through the analysis of their data. Responsiveness, it's more rapidity and availability. For example, the callbot Elliot manages more than 4 million conversations per year at Boursorama, France's leading online bank. 7 days a week and 24 hours a day, it provides answers to our clients' more straightforward inquiries. Efficiency, it's more automation and better project management. For example, the solution SG Market My Cases helps us manage the 12 million emails received by the back offices of our market activities, automating their processing and follow-up. Security, it's more protection for our customers and our bank. For example, CAST automates the analysis of millions of hours of audio and email communications by our staff who are subject to market regulations. Operating in 16 countries and in 26 languages, CAST monitors 30 different channels of communication. Data and artificial intelligence are powerful tools, real catalysts to build innovative and responsible solutions for you and with you. Let's continue building together the solutions of tomorrow. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui vous aura rappelé et repartagé avec vous les principales réalisations du groupe. Juste pour vous mettre quelques chiffres, effectivement, en complément. Donc aujourd'hui, dans le portefeuille du groupe, si on prend l'ensemble des cas d'usage qui ont été développés par les équipes, les BUSU du groupe, on compte 330 cas d'usage qui s'appuient sur la data et l'IA qui sont en production, avec une augmentation extrêmement forte de plus de 80% depuis début 2019. Et parmi eux, 170 s'appuient sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que cette technologie n'est plus du tout marginale, elle est en train de devenir un élément de la palette de transformation qui est déjà couramment utilisé par les équipes du groupe dans de nombreux cas d'usage. Et l'ensemble de ce portefeuille aujourd'hui générera 230 millions d'euros de valeur, comme l'a dit Gaël, soit en top line, soit en bottom line, donc soit en chiffre d'affaires additionnel, soit en efficacité. Et c'est quand ces cas d'usage seront à maturité, on attend cette génération de valeur qui devient désormais matérielle. Aujourd'hui, ce portefeuille, on le catégorise généralement selon 4 grands drivers. Des drivers plutôt défensifs sur la gestion du risque ou l'efficacité opérationnelle, qui représentent encore aujourd'hui la majorité des cas d'usage de ces 330.
Et on a des cas plutôt offensifs, plutôt sur la top line, qui visent à améliorer l'expérience client ou le développement business, c'est-à-dire générer de nouvelles idées de vente ou la commercialisation de nouveaux produits à partir de données. Ce portefeuille, et on a une forte augmentation ces dernières années de ces cas d'usage plutôt offensifs sur l'expérience client et le développement business. Alors, si on prend un peu de recul sur l'historique du groupe, sur le développement de cette trajectoire et aussi sur nos ambitions, puisqu'en fait, depuis 2016, on a eu nos premières approches autour du big data, nos infrastructures de data lake et les premiers cas d'usage, avec une approche qui était plutôt en mode laboratoire, des premiers essais, il fallait s'approprier la technologie. On a connu une véritable accélération à partir de 2019 avec un focus très fort sur la valeur. On ne peut plus faire de la technologie pour la technologie, mais bien être capable de quantifier la valeur attendue de chacun des cas d'usage et de pouvoir avoir un impact matériel sur nos activités. Et c'est là qu'on a eu nos premiers cas d'usage en production. Dorénavant, pour 2022, notre ambition, ça va être de passer de ces 230 millions d'euros de valeur à 350 millions d'euros de valeur de ce portefeuille, qui est encore dans la continuité, encore avec une accélération. Et pour ça, on est convaincu qu'on a besoin d'embarquer un grand nombre d'acteurs dans le groupe. Et c'est une des raisons de cette masterclass aujourd'hui, effectivement, de partager avec vous cette ambition, de la faire nôtre et de faire en sorte qu'on vous donne toutes les clés de lecture pour être capable de participer à cette aventure et finalement à ce qui résulte pour le groupe Société Générale. Aujourd'hui, peut-être une première clé de lecture, tout ce portefeuille, tous ces cas d'usage sont directement accessibles dans une plateforme groupe qui est partagée. Ça a été un des actifs qu'on a développé récemment. Cette plateforme est hébergée sur SG Market, mais elle contient le recensement de l'ensemble des cas d'usage du groupe. Vous retrouvez le lien juste à droite ici sur la page, vous pouvez accéder. La plateforme est accessible à tous et pour chacun des cas d'usage, vous avez un exemple en copie d'écran, vous retrouverez la description, les résultats attendus, la valeur quantifiée en millions d'euros de ce cas d'usage, les contacts clés et la documentation. Donc n'hésitez pas à aller la consulter, à aller voir les cas d'usage de votre périmètre si vous les reconnaissez, ou aller voir également, le but étant de partager au maximum entre les métiers, donc de découvrir aussi les portefeuilles des autres entités. Alors peut-être, avant de passer la parole à Julien Lévy, une petite synthèse des principaux messages qu'on a vus. Donc aujourd'hui, le fait de devenir data-driven et d'intégrer la donnée dans la transformation de nos métiers, c'est un axe clé de notre stratégie de digitalisation et d'innovation du groupe pour renforcer la compétitivité du groupe dans une économie qui se digitalise. Deuxième point, c'est que développer une stratégie autour de la data, elle est absolument nécessaire pour débloquer tout ce potentiel et elle s'appuie sur 4 piliers complémentaires qui va de l'appropriation stratégique jusqu'aux plateformes informatiques pour traiter ces données. Et le troisième pilier, la donnée, au sein du groupe Société Générale, délivre déjà une valeur conséquente. Mais on a pour ambition encore d'aller plus loin et donc de passer de ces 230 millions d'euros actuels de valeur du portefeuille des cas d'usage à 350 millions d'euros, qui a nécessité de développer encore plus de cas d'usage de façon plus systématique et plus stratégique et de l'inclure encore plus au cœur de nos métiers. Je vais passer dorénavant la parole à Julien. J'ai t'invité à venir sur cette scène virtuelle pour partager ton point de vue de chercheur à HEC, notamment ta connaissance de l'écosystème data plus global que celui du groupe. Et afin de partager et pouvoir avoir une séance de questions-réponses avec Julien Lévy, je vous propose d'ores et déjà de poster vos questions dans le formulaire adéquat pour qu'on fasse une session de Q&A après la présentation de Julien, qui fera une petite pause et ensuite on passera sur le reste de la présentation. Un grand merci, Julien, pour cette présentation sur la politique de la Société Générale. Et effectivement, je suis très heureux d'intervenir devant vous pour vous présenter les résultats synthétisés d'un benchmark que nous avons effectué pour les assises de la data transformation qui ont eu lieu il y a à peu près un mois et demi. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons prolongé des études que nous réalisons entre NetExplo et HEC sur la politique de data transformation. En 2016, on a fait une étude auprès des entreprises pour leur demander qu'est-ce que ça veut dire la gouvernance des données. Et on voyait que le sujet émergeait. Tout le monde considérait qu'il était important, mais il n'y avait pas encore vraiment de pratique ni de politique bien définie. En 2019, quand on a créé la formation Data for Manager, on a interviewé à nouveau des responsables et on voyait que les choses ont commencé à se structurer, se sont développées lors de nos entretiens des premières assises de la data transformation. Aujourd'hui, c'est l'accélération. Et pour ces dernières assises de la data transformation, on a interrogé tout un panel d'entreprises
des entreprises industrielles pour bon nombre, mais également des entreprises de services comme Air France, des entreprises de télécommunications, des banques comme la BPCE, de services comme la SNCF, d'autres banques comme la BNP Paribas, le retail comme Carrefour et les biens de grande consommation comme Nestlé. Et je vais vous présenter un petit peu le résultat de ces entretiens et de travail de synthèse qu'on a essayé de faire à partir de ces entretiens. On voit clairement que la data est passée d'un sujet technique à un sujet stratégique. Avant, la data, c'était quelque chose qui concernait avant tout les systèmes d'information, ou alors on l'utilisait de façon très spécifique dans des silos. Ce qui a changé, Julien en a évoqué certains éléments, je crois que fondamentalement, c'est l'impact de la révolution numérique. Et pour résumer cette révolution, je dirais que la révolution numérique, ce n'est pas Internet, ce n'est pas le PC, ce n'est même pas les objets connectés, c'est l'idée fondamentale qu'il faut tout transformer en données pour tout transformer par les données. Et cette idée fondamentale de la révolution numérique fait que les données deviennent un levier d'action clé pour les entreprises qui peut changer la donne en termes de compétitivité. Maintenant, la difficulté, c'est de passer de ce que je décrirais être l'anarchie des données à la gouvernance des données. L'anarchie des données, c'est que chacun, dans son silo, dans son business, a sa production de données, qu'il va utiliser partiellement pour des objectifs délimités, à une production de la donnée qui soit un asset, qui soit un capital pour l'entreprise, qui permet des actions transversales. Et ça, c'est passer de l'anarchie à la gouvernance, et c'est la problématique des entreprises. Alors, pour résumer en un mot ce que c'est que la data transformation des entreprises, je dirais que c'est innover dans la façon de faire des affaires, en utilisant le levier des données pour améliorer la productivité, développer l'activité et créer de la valeur pour les clients. On voit que la finalité est la même que tous les éléments d'une stratégie d'entreprise, productivité, développement de l'activité, création de valeur, que la data, les données sont un moyen d'action, et je me permets de souligner un élément clé qui est l'innovation dans la façon de faire les affaires. Et c'est effectivement à la fois le point le plus passionnant et le plus critique dans une politique de données. Alors, pour résumer le résultat de notre étude, on peut dire que la transformation data des entreprises se structure autour de 5 dimensions. La première dimension, c'est une dimension de stratégie. Dans certains cas, nos interlocuteurs sont convaincus que l'entreprise doit être data-driven, c'est-à-dire qu'elle doit être réorganisée autour de la donnée. Ce qui est en quelque sorte ce que font les digital natives, les GAFAM, qui s'organisent très largement autour de la gestion de la donnée. Mais la plupart de nos interlocuteurs disent que la politique de données doit servir la stratégie de l'entreprise ou servir la stratégie des métiers au sein de l'entreprise. Carrefour, par exemple, qui a pour stratégie d'être centré sur le client, dit nous, toute notre politique data, c'est on développe des projets à partir du moment où on considère que directement ou indirectement, ça apporte de la satisfaction client. Pour la SNCF, c'est accroître la fiabilité, la productivité, ou bien accroître, améliorer les ventes pour Nestlé. Donc, on voit que dans certains cas, la data est clairement au service de la stratégie d'entreprise. Ici, deux cas de figure. Vous voyez Éric Chagnot de Michelin qui dit nous, on veut être une data-driven company. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la transformation se fait autour de la donnée et Michelin ne doit pas se penser comme une entreprise industrielle, mais comme une entreprise organisée autour de la donnée. Et donc, vous voyez que c'est un choix extrêmement volontaire. Dans d'autres cas de figure, comme Carrefour, le responsable Chief Data Officer de Carrefour dit ce qui est au cœur de notre stratégie, c'est d'être orienté client. Et tout ce qu'on fait en termes de data, vise à améliorer l'expérience client et la satisfaction. Et ici, tu as un exemple en disant, quand on fait l'optimisation du merchandising dans les points de vente, on se soucie de la pertinence locale, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit les clients de chaque magasin qui aient le meilleur assortiment pour eux. Et donc, ici, il s'agit d'orienter sa politique de data au service de la stratégie de l'entreprise. Alors, une deuxième dimension, c'est la gouvernance technologique. Les entreprises, elles ont besoin d'investir en technologie pour passer de l'anarchie de la data à la gouvernance. Julien, un point, tu vois bien, il faut que je vérifie quand même, tu vois bien l'ensemble de mon slide? Ok, très bien.
je m'inquiétais un petit peu de m'assurer que le service se passe bien. OK. Les entreprises sont aujourd'hui largement dépendantes de données qui sont produites par l'héritage du passé, par les systèmes d'information passés, les outils passés, ce qu'on appelle la legacy en bon français. Et de ce fait, c'est ce que je décrivais dans l'anarchie des données, les données, elles sont partiales, elles sont silotées, elles ne sont pas standardisées, parfois elles sont contradictoires sur le même objet, souvent elles ne sont pas documentées, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce qu'elles mesurent. Eh bien, la politique des entreprises en matière de gouvernance technologique, c'est d'investir dans des nouvelles plateformes. Et ces nouvelles plateformes, elles vont pouvoir traiter des données pour les nettoyer, les compléter, s'assurer de leur fiabilité, s'assurer de leur qualité et faire en sorte que les données soient un capital pour l'entreprise et non pas simplement un dérivé d'actions ponctuelles métier par métier. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est que la gouvernance technologique, ce n'est pas simplement une histoire de tuyaux et de logiciels. C'est-à-dire que la gouvernance technologique, elle va être associée à un mode d'organisation, un sens qu'on donne à l'action, aux compétences qu'on a. Et donc, qui dit gouvernance technologique dit aussi gestion des ressources humaines et exploitation des outils. Prenez cet exemple d'Air Liquide. L'ambition d'Air Liquide, c'est d'être data-driven, disent-ils. On produit déjà beaucoup de données, mais on veut passer d'un système fragmenté à un système gouverné. On veut passer d'une utilisation purement technologique des données à une utilisation par le management. Et puis, il faut qu'on passe de l'expérimentation à l'industrialisation, scaling up, la mise à l'échelle. Et ce que dit Bruno Heidan, c'est que ça, c'est un enjeu majeur de transformation dans l'entreprise, cette gouvernance technologique. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une évolution au cours des dernières années de la politique de gouvernance technologique. Il y a 2 ans, beaucoup d'entreprises nous disaient on y va pas à pas, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur la legacy et on va promouvoir d'autres façons de travailler, on va promouvoir d'autres outils qui vont s'ajouter à la legacy, ce qui est une stratégie tout à fait viable, mais ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, les entreprises disent non, en fait, c'est trop lent, ou ça ne marche pas, il faut vraiment qu'on agisse de façon plus volontariste. Et donc, on va basculer nos systèmes d'information vers le cloud, on va rompre avec la legacy, on va instaurer de nouveaux standards, de nouveaux outils pour permettre une accélération du mouvement de transformation data. Alors, un exemple que je peux vous donner, c'est celui d'Engie, qui est une entreprise industrielle, mais qui est très intéressante parce que c'est une entreprise qui a cru de façon externe, c'est un assemblage de PME. Eh bien, le choix qui a été fait dès le début par Engie, par Gérard Guinamant, le CDO de l'époque, c'était d'avoir un système hyper centralisé. Mais hyper centralisé, c'est-à-dire on a un data lake, on a un data hub, on a un seul jeu d'outils, on a une seule façon de standardiser les outils, mais pourtant, et c'est pour ça que l'exemple est intéressant, ça ne veut pas dire que l'usage de la donnée est hyper centralisé. Ce sont des technologies au service des business locaux. Et on le voit ici dans l'architecture data d'Engie, on a des sources de données internes, externes, et puis ces sources de données, elles vont être ingérées dans le système à travers des interfaces, elles vont être dans un data lake commun sur le cloud, et puis on déploie un nombre limité d'outils en fonction des utilisateurs pour traiter ces données et ensuite pour les utiliser dans les business. Et comme le dit Gérard Guinamant, notre entreprise, elle est très décentralisée. Donc, on a une politique de data qui est très locale, mais grâce à notre technologie hyper centralisée, eh bien, en fait, on permet au local d'accélérer, d'aller plus vite, et puis on peut aussi, en fonction de la stratégie, changer. Et du reste, ils ont réorganisé tout leur business en 4 lignes. Il a fallu quasiment appuyer sur un bouton pour réorganiser la data là-dessus. Un dernier point sur la gouvernance technologique, c'est-à-dire que les projets data ont vocation à s'industrialiser et donc, pour une large part, se transforment dans des outils, des interfaces qu'utilisent les collaborateurs. Et on voit un souci nouveau aujourd'hui des entreprises qui sont mûres en data, c'est d'accroître l'utilisation des données parmi les collaborateurs, par des outils de business intelligence, par des outils de data visualisation. Et pour que ce soit possible, eh bien, il faut avoir construit les bonnes bases de données, avoir des plateformes technologiques qui soient fluides et les bons outils. Il faut véritablement l'avoir conçu dans le sens d'être utile au business et non pas dans un sens purement IT. Donc, il y a toujours la finalité de l'usage. Et puis, évidemment, il faut former le personnel. Donc, on voit un nouvel enjeu ici qui est la démocratisation de l'accès aux données.
Troisième point, la gouvernance des données. Et ce qu'on voit clairement dans la gouvernance des données, c'est qu'un enjeu clé, plus que jamais, est la qualité des données. Et en fait, plus les entreprises sont mûres, plus elles emploient des outils puissants, plus l'ensemble, l'output, le résultat de ce processus dépend de la qualité des données qu'on entre. Et pour gérer ce problème de la qualité des données, on voit des entreprises qui commencent à dire on était très content au départ d'avoir des masses de données, maintenant on regarde à sélectionner les types de données qui nous intéressent. Donc, on fait une sélection des données. On fait un souci de collecter et de stocker des jeux de données qui soient fiables. Et donc, on va appeler ça un data catalogue, par exemple. La data ontologie, ça veut dire faire en sorte qu'on sache ce que c'est que cette donnée, d'où elle vient, ce qu'elle mesure. Hein. Et puis, dans certains cas, on a, et c'est le cas de la banque, bien évidemment, on a des obligations réglementaires et légales. Et ça, ça nous aide à nous assurer la qualité des données. Hein, quand vous devez donner des chiffres aux régulateurs, vous devez vous assurer que ces chiffres sont le produit de traitements de données qui sont fiables. Et donc, c'est pour ça que vous faites généralement une data généalogique qui est une procédure assez lourde. Un contre-exemple, et celui-là, c'est une entreprise qui nous disait, le CDO nous disait, j'ai fait le tour des popotes, il y a un département qui dit, oh, vous en faites pas, nous, nos données, elles sont super bonnes. C'est le département des ventes parce qu'on a mis un CRM depuis longtemps, donc on a tout un historique de data. Alors il se dit, c'est formidable, donc on n'a pas trop à travailler sur cette partie. Et puis il achète un système extrêmement puissant, Salesforce, et dès qu'il commence à le mettre en œuvre, il voit que ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce que les données sont très, très mauvaises. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce service de vente utilisait les données essentiellement pour envoyer des emails de promotion et de relance, que les autres données de qualification des clients étaient mal entrées ou ils s'en souciaient guère. Et donc, on se retrouvait avec des jeux de données de très mauvaise qualité qui servaient uniquement leur usage. Mais quand on a voulu en faire un usage plus transversal, il fallait tout reprendre à zéro. Alors, la qualité des données, ce n'est pas seulement un enjeu technique. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu qui qui entraîne des questions de culture, de formation, de processus, d'organisation. Comment est-ce que les entreprises s'assurent de la qualité des données? Bien, on voit qu'à peu près toutes les entreprises passent par une standardisation qui est imposée. En disant, avant, vous aviez votre façon de collecter les données, maintenant, voilà la bonne façon. Un client, ça doit se définir par ses champs, par exemple. Pour les données critiques, comme on l'a vu, on constitue un data catalogue, c'est-à-dire que plutôt qu'un grand lac de données, on définit des jeux de données dont on dit on est sûr de la qualité. Et évidemment, on va étendre le data catalogue et on va nommer des gens qui vont être en charge dans les business de sourcer ces données. Et puis, évidemment, il y a une culture des données à diffuser. Dans l'exemple que je vous donnais de data owners ou des data officers, l'exemple d'Airbus est très intéressant où leur problématique était vraiment une problématique de qualité des données. Ils ont dit la qualité des données, ce n'est pas une affaire de techniciens, c'est une affaire des managers. Et donc, dans chaque ligne de business, chaque ligne de business est responsable de certaines catégories de données. On nomme un manager qui va s'assurer avec les équipes techniques de la qualité des données pour que les données qui arrivent dans le data catalogue soient des données fiables sur lesquelles peuvent s'appuyer les autres départements de l'entreprise. Quatrième dimension, la gouvernance des projets. Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a une unanimité de nos interlocuteurs pour nous dire, contrairement à beaucoup de projets d'IT, les projets data doivent être pilotés par les business. Ils sont business-driven, comme on dit en bon français, et donc l'implication des managers est absolument clé dans la réussite des projets. Et effectivement, donc, quand on voit les différentes étapes d'un projet data, on voit que c'est les business qui doivent identifier des opportunités de gain de productivité, de réduction de risque, de service aux clients. Généralement, ils font un test sur un petit jeu de données, on développe un POC, on regarde le retour sur investissement, et puis on se soucie de l'industrialisation. Et à chaque étape, les managers jouent un rôle. Un phénomène très intéressant en termes d'IT, c'est de voir que les méthodes agiles se sont absolument systématisées sur les projets data. Et je sais que la Société Générale a basculé puisque votre PDG nous a dit lors d'une conférence Intexplo que plus 50% des dépenses de développement IT se faisaient selon des méthodologies agiles. Et dans ces méthodologies agiles, donc on suit différentes pratiques, mais on se retrouve toujours avec un triptyque dans les équipes. Il y a le business, qui va dire qu'est-ce qui a un sens, quelle est l'opportunité business à saisir, quelle est la problématique. Vous avez un chef d'orchestre
qui va faire en sorte que tout le monde s'entende et de faire avancer la musique. Et puis, vous avez les compétences tech, data, IT. Et donc, ça veut dire une toute autre façon de travailler pour à la fois les gens du business et les gens des systèmes d'information. On n'est plus du tout dans un modèle en V, on est dans la collaboration entre ces deux types d'acteurs. Alors, une question qui se pose dans les projets data, c'est que certains disent il faut développer l'expérimentation locale. Plus on multiplie l'expérimentation locale, mieux on est. Et d'autres disent non, il ne faut pas qu'on disperse nos moyens, il faut se focaliser sur quelques projets très structurants. Et là, il y a différentes écoles. Prenez la seconde école, Yves Tirode, BPCE, donc un de vos confrères, qui dit moi, je suis contre l'époque, pour l'époque. Je ne veux pas du tout financer des tas de projets, je veux me concentrer sur quelques projets structurants qui ont un gros impact business. Donc, il va développer 3, 4, maximum 5 projets structurants. À l'inverse, vous avez des entreprises comme la BNP Paribas, et sauf erreur de ma part, c'est plutôt l'orientation de la Société Générale, qui dit on est un groupe diversifié, globalisé, et se limiter à des grands projets structurants, c'est passer à côté d'opportunités. Au contraire, c'est au niveau local qu'on voit des opportunités d'apporter de la valeur, d'accroître la productivité, de réduire les coûts. Et dans ce cas-là, notre rôle, c'est de soutenir ces initiatives locales, et puis aussi de les identifier pour pouvoir dupliquer les bonnes pratiques. Donc, on voit qu'on a ici différentes approches. Et puis, je conclus sur le challenge ressources humaines par ce slide, disant qu'au final, en termes de ressources humaines, il y a 3 grands leviers d'action qui sont utilisés. Il y a un premier levier d'action qui est l'acculturation, c'est-à-dire qu'il faut que les managers, mais aussi les gens d'IT, qui est une approche de management, voient que la data est importante et que de plus en plus, la création de valeur se construit autour de la gestion des données dans l'entreprise. Et donc, ça veut dire créer un terrain favorable pour que les managers soient des facilitateurs de la transformation data de l'entreprise. Et c'est aussi le fait que de plus en plus, on veut démocratiser l'usage de la donnée. Il y a un deuxième enjeu qui est de former les gens qui vont animer les projets de data. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a le business, il y a un chef d'orchestre, et puis il y a les gens de l'IT. Il faut former tous ces gens-là à des méthodologies agiles pour identifier les opportunités business et pouvoir parler les uns avec les autres. Et puis, il y a un troisième enjeu, c'est de recruter les compétences rares. Et ça, c'est un défi pour toutes les entreprises parce que ces compétences sont rares, les compétences en data. Comment les attirer et les retenir? Je termine ici avec ce témoignage qui dit, c'est simple, entre le moment où on commence le recrutement et le moment où cette ressource est active, il se passe entre 6 ou 9 mois. Mais 6 ou 9 mois, c'est énorme dans le temps de développement de la data. Et donc, ça veut dire qu'il faut jouer sur plusieurs cartes et qu'il faut aussi former les équipes internes et sur des champs extrêmement variés, aussi bien tech que management et gestion de projet. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu sur les 5 dimensions de la data transformation? Un premier pôle qui est la stratégie, avec des entreprises qui disent « nous, on doit être data-driven, réorganisé autour de la donnée ». La plupart des entreprises qui disent « la politique des données doit être au service de la stratégie de l'entreprise ». La gouvernance technologique, et on voit clairement une évolution vers un plus grand contrôle et plus grande standardisation de la politique technologique. Deuxième dimension, la gouvernance des données, avec l'enjeu clé de la qualité des données, mais ce n'est pas un enjeu technique, c'est bien un enjeu organisationnel, et on voit se mettre en place des organisations pour assurer la qualité des données. La gouvernance des projets, avec le fait que l'expérimentation doit avoir en ligne de mire l'industrialisation, l'intégration dans les process, ce débat entre les grands projets transversaux et les projets locaux, et enfin les ressources humaines, avec les questions qui sont soulevées d'acculturation, de formation et de recrutement. Merci. Merci à vous tous. J'arrête le partage et je te redonne la parole. Merci beaucoup, Julien, pour ces éclairages, ces partages à la fois des convictions, de la structuration que vous avez fait suite aux différents échanges et la vision de marché. On voit finalement nos préoccupations, que ce soit de mise en qualité des données, d'exploitation de la donnée pour l'aligner avec la stratégie ou de guerre de talents, finalement, sont assez universelles sur les différents grands acteurs avec qui vous avez échangé. On a quelques questions de la part de l'audience.
Peut-être deux que je vais te transmettre, Julien, pour que tu nous apportes ton éclairage et ta perspective dessus. La première question, et tu l'as un peu évoquée, de Véronique de la Bachellerie. Concernant les expertises data IA, est-ce qu'il faut qu'elles soient plutôt recoupées en centrale et mutualisées pour développer leur expertise, les ressources rares, ou au contraire au plus près des métiers pour les rapprocher et avoir ce focus, cet alignement stratégique et la compréhension des enjeux clients et business? Alors, on pourrait en discuter, Julien. Hein, c'est les deux Juliens qui vont débattre. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait de best practice. Chez Michelin, par exemple, le choix a été fait de regrouper toutes les équipes techniques dans quelques usines à data. Il y en a 3 dans le monde. Et tous les projets data sont développés à distance entre le business et ses équipes techniques qui sont centralisées. Et le choix qui a été fait, c'est de dire on constitue des pôles de compétences et des gens qui se stimulent l'un l'autre. Et en même temps, nous, ça nous permet de voir ce qui se passe et de dupliquer très vite les best practices. Avec aussi une contrepartie, c'est de dire, pour compenser cette contrainte qu'on impose au business, eh bien, on accepte tous les projets qui nous sont soumis, on n'a pas le droit de les refuser. Et deuxièmement, on participe au financement. Alors ça, c'est le choix de Michelin, mais ça correspond à la culture de l'entreprise. Très souvent, ce qu'on a, c'est qu'on a une équipe centralisée interne qui va gérer certains grands programmes transversaux, qui va s'occuper de la politique de gouvernance, de projets, technologie, data, et les projets, ils sont développés au niveau local, au plus près du business. Et du reste, c'est un enjeu qu'on voit souvent avec les praticiens de la data qui disent, une des difficultés qu'on rencontre, c'est que pour un certain nombre de projets métiers, si on a des data scientists qui sont complètement ignorants du métier, ça se passe très mal. Et d'où aussi le souci de rapprocher les équipes tech des équipes métiers. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien. Absolument aligné. Effectivement, il n'y a pas un seul modèle qui fonctionne. Hein. Même Société Générale est passée par plusieurs phases de centralisation. Aujourd'hui, on est quand même plutôt sur un modèle au maximum décentralisé, intégré dans les différentes lignes métiers pour être au plus près des compréhensions des enjeux, mais avec une articulation forte avec les équipes centrales, notamment en termes de technologie. Donc, s'appuie sur un socle commun. C'est pas la peine de réinventer la technologie dans chacun de nos métiers. De la même façon, avoir des mêmes pratiques de mise en qualité de nos données est essentiel, même si on s'appuie sur un réseau de Chief Data Officer. Mais les équipes qui construisent les produits donnés, on y reviendra après, sont elles souvent embarquées directement au plus près du métier et en lien avec une équipe tech plus centrale. On a une question de Stanislas aussi pour dire, est-ce que pour l'ASG, donc c'était moi qui vais y répondre sur celle-ci, la stratégie de données a bien intégré les différentes dimensions clés d'une banque, c'est-à-dire à la fois l'approche centrée sur le client, notamment satisfaction, les enjeux d'efficacité et nos enjeux réglementaires. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ces 3 dimensions ne sont pas forcément unifiées. Est-ce que cette approche par la data peut permettre de les renouveler? Bon, sur la première partie de la question, je l'ai balayé peut-être rapidement dans la présentation. Aujourd'hui, les marqueurs sur lesquels on catégorise les cas d'usage du groupe sont centrés sur ces grandes dimensions. On a vraiment 2 dimensions clients, à la fois l'amélioration de l'expérience client. Il y a beaucoup de cas à la fois sur nos interfaces digitales, mais pour apporter de manière globale, pour fluidifier l'expérience du client par des cas d'usage donnés. On a une dimension sur l'efficacité opérationnelle. Il y a beaucoup de nos processus qui peuvent être améliorés avec des modèles prédictifs ou simplement avec un pilotage analytique, avec des bons KPI pour être capable de les rendre plus efficaces. Et sur la dimension réglementaire, on a beaucoup de cas d'usage de données, notamment sur la détection de fraude, sur la lutte anti-blanchiment, qui permettent d'apporter. Donc la donnée répond bien à tous ces enjeux, ils sont bien alignés avec les enjeux stratégiques de la banque. Est-ce qu'ils apportent une couche d'unification? En tout cas, ils utilisent la même matière, les mêmes données, selon différentes perspectives et selon différentes stratégies. Donc, en ce sens-là, elles permettent quelque part d'avoir un matériau commun. Est-ce qu'elles unifient les différents thèmes? Peut-être que je ne pousserai pas jusque-là. Une évolution intéressante, Julien, c'est qu'on s'aperçoit que plus les entreprises sont matures, plus elles traitent de façon différente les types de données. C'est-à-dire qu'il y a des données de réglementation où là, on met ceinture, double ceinture, triple ceinture, on a des procédures très lourdes de contrôle, de validation de la qualité, de data lineage, etc. Il y a les données clientes qui sont des données extrêmement sensibles parce qu'il y a une réglementation qui est importante de RGPD. Et puis, il y a des données où on se dit il faut qu'elles soient grosso modo fiables, mais elles sont moins critiques. Et donc, j'ai l'impression que dans l'évolution des pratiques et des habitudes de la data, on va gérer de façon différenciée les données parce qu'on va s'imposer des contraintes différentes dans la gestion des données en fonction des enjeux. Peut-être une autre question sur laquelle ça peut être intéressant de partager nos points de vue. On a Thomas Stoe qui nous dit
Bon, j'entends votre discours, je pense que tout le monde est convaincu de l'importance d'utiliser la donnée dans notre transformation, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'applicatifs qui fonctionnent en silo. Comment on peut gérer ce point d'achoppement et finalement ce point de blocage dans l'utilisation des données? Donc, tu as donné une partie dans le schéma d'architecture d'Engie, par exemple. Je serais intéressé d'avoir ton point de vue dessus. Eh ben, Julien, ça veut dire que tu dois bosser, hein. Et parce qu'effectivement, plus on sensibilise les métiers à l'exploitation des données, plus ils vont se dire « Ah, mais est-ce que j'ai les bons jeux de données? Est-ce que j'ai les bons outils ?» etc. Et ce que je dis quand je forme les managers aux données, j'espère qu'ils sont enthousiastes à l'issue de cette formation, qu'ils se disent « Ouais, il y a des choses à faire, il faut faire le lien entre les données et les opportunités de business, je vois que ça parle à mon métier, alors qu'avant je pensais que c'était un sujet technique, etc. » C'est que je leur dis « Attention, parce que demain, quand vous rentrez au bureau, vous allez vivre une expérience de frustration, parce que quand vous allez commencer sur des projets, vous allez voir que vous n'avez pas vraiment les données, que ça va être compliqué d'avoir des données de qualité, qu'il va falloir changer les process, qu'il va y avoir des blocages, etc. Mais ça, c'est la learning curve, la courbe d'apprentissage normale d'une entreprise qui se transforme en data. C'est-à-dire que même une entreprise qui est très riche en données de qualité, quand on se met sur des projets, on s'aperçoit que ce qu'on rêve de faire n'est pas nécessairement faisable, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et généralement, la bonne dynamique, c'est une dynamique incrémentale. C'est-à-dire qu'on se constitue des jeux de données qu'on va partager aux autres, qui sont des jeux de données de qualité, sur lesquels on va avoir plus d'opportunités pour travailler. Et donc, je pense qu'il faut le voir beaucoup plus comme une dynamique que comme dans un état on-off. La data transformation, une entreprise organisée autour des données, ce n'est pas un switch qu'on fait, c'est une accumulation de bonnes pratiques qui se capitalisent. Et donc, année après année, l'évolution peut être extrêmement rapide. Et il me semble, mais tu vas nous répondre là-dessus, il me semble que la Société Générale est entrée depuis déjà un certain temps dans ce processus de transformation data, que vous avez déjà des assets et des acquis, mais que vous vous dites que vous avez encore beaucoup de chantiers devant vous. Absolument, hein, sur cette accessibilité des données et comment lutter contre l'effet silo, il y a encore beaucoup à faire. Tu l'as évoqué, hein, donc on a beaucoup de cas d'usage, les 330 cas d'usage qui exploitent de la donnée, mais souvent ils l'exploitent un peu de manière ad hoc, c'est-à-dire qu'ils créent un flux de données spécifique au cas d'usage. Et même si on a beaucoup d'attention et beaucoup de résultats sur la mise en qualité de nos données, on sait que cette accessibilité, ce nombre de datasets, ces matériaux accessibles à tous, c'est un investissement à faire. C'est pour ça que c'est à équilibrer dans les investissements à faire. On ne peut pas se focaliser que sur générer des cas d'usage qui apportent de la valeur, il faut aussi investir quelque part dans les sources de données. Donc, pour répondre à Thomas, c'est vrai que ces investissements, il faut également investir sur la mise à disposition dans les data catalogues du groupe de jeux de données en qualité et documentés. Et je prends une dernière question, peut-être d'Olivier Picard, qui nous interroge sur la taille du portefeuille et sa valeur, les 350 millions d'euros, parce qu'effectivement, c'est un effort qu'on a fait sur la quantification de la valeur, et disent que c'est bien à comprendre en valeur par an pour le groupe en résultat. Donc, c'est bien une valeur attendue. Encore une fois, peut-être qu'une partie de ce portefeuille ne se réalisera pas. Aujourd'hui, on est encore sur l'ambition de générer des cas d'usage à cible. Donc, certains d'entre eux sont en développement, certains échoueront peut-être probablement. Ça fait partie de l'expérience aussi dans la construction de ces produits. Et la valeur attendue, elle est de 3 composantes. Hein. Elle peut être du résultat additionnel, de l'efficacité opérationnelle et donc des coûts en moins sur notre résultat, et aussi du coût du risque évité. Ce sont bien ces 3 composantes-là qui sont additionnées. Ce n'est pas que du résultat au sens PNB, produit net bancaire, qui sont comptabilisés. Alors, j'ai une question à te poser, Julien, à ce sujet-là. Quand il y a un projet qui se développe, quand il y a l'idée de faire un POC, un Proof of Concept, j'imagine qu'une des règles, c'est d'évaluer le retour sur investissement et de valider cette hypothèse. Et si on voit qu'il n'y a pas de retour sur investissement, vous dites, ben non, vous n'avez pas validé le projet. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? Oui, l'idée, même si le processus n'est pas aussi formel, l'idée, c'est bien surtout, avant de se lancer, en tout cas de quantifier, d'imaginer le produit à la cible, quelle est la valeur qu'il va apporter à un client ou à un collaborateur Société Générale, qu'est-ce qui va changer dans la vie de ces personnes-là et quel va être son bénéfice effectivement économique. On sait dans les premières étapes, la quantification, elle est complexe, le produit va pivoter, il va changer au cours de sa phase de design. On n'est pas très exigeant, on ne veut pas un business case avec des cash flows discountés sur 5 ans, ce n'est pas ça le but, mais au moins avoir une idée globale de l'impact économique. Et au fur et à mesure du développement du projet, on est de plus en plus précis. On est plus précis. Et on le raffine, exactement. Alors, il y a beaucoup de questions, on pourrait passer beaucoup de temps, mais il reste encore pas mal de sections à voir.
En tout cas, un grand merci, Julien, d'avoir accepté notre invitation, d'être venu partager tous ces insights que tu avais sur le marché et ta perspective sur la transformation data. C'est extrêmement précieux pour nous. Et on voit que ça recoupe largement, effectivement, ce que tu indiques pour la Société Générale et comment la Société Générale se situe par rapport à ces enjeux. Merci, Julien. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, si on poursuit, on reprendra les questions. J'espère qu'il nous restera assez de temps à la fin pour les différentes questions que vous avez posées. Merci beaucoup pour votre participation. On va rentrer un peu plus en détail maintenant dans concrètement ce que ça peut vouloir dire. Là, on était resté beaucoup sur le rationnel, le pourquoi de cette transformation, vous donner des points de repère sur comment ça se passe d'un point de vue inclusion dans la stratégie et organisation. Maintenant, on va plonger peut-être un peu plus dans les réalisations concrètes et les usages concrets de cette donnée. Et notamment à travers un aspect qu'on appelle la création de produits data et quels sont les types de produits que nous on imagine. Alors peut-être la meilleure façon de commencer, c'est de vous présenter un produit data qui n'a pas l'air d'être un produit data. Et pour ça, j'ai choisi d'illustrer par un produit que vous utilisez sans doute, beaucoup d'entre vous autour de ce call, c'est le webmail de Google, Gmail. Pourquoi je vous parle de Gmail? Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un produit qui est rempli d'algorithmes d'intelligence artificielle. On estime qu'il y a un peu plus de 100 modèles d'intelligence artificielle qui tournent au sein de Gmail pour améliorer en permanence l'expérience utilisateur. Je pourrais citer des dizaines de modèles, vous les décrire, je vais en prendre que 2, simplement pour vous donner le point. Le premier exemple, par exemple, c'est la catégorisation Smart, l'exemple du milieu. En fait, l'algorithme qui est au sein de Gmail, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, en fonction de la lecture du contenu de votre email, il va déterminer automatiquement comment le ranger dans une boîte intermédiaire. C'est-à-dire qu'il va prendre tous vos emails entrants, il va les couper en 3 boîtes intermédiaires. Les emails principaux à lire, les emails qui sont plutôt des publicités et les emails qui sont des notifications de réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, si on ne les trie pas, tous nos emails sont mélangés. Souvent, la lecture en est un peu compliquée pour retrouver les vrais emails à traiter. Google, pour traiter ce problème client, a développer un modèle d'intelligence artificielle qui va automatiquement détecter la catégorie et trier automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire en s'appuyant sur un historique de millions d'emails précédemment traités. Un autre exemple qui est là beaucoup plus impressionnant, c'est la composition automatique, ce qu'on appelle Smart Compose. Smart Compose, comment ça fonctionne? Simplement, quand vous commencez à répondre à un email, quand vous commencez à écrire un email, Gmail vous propose la fin de la phrase. Donc, ça vous fait gagner énormément de temps dans la rédaction de vos emails, parce que souvent, plus de la moitié des phrases n'ont pas été tapées. Et comment il fait pour ça? En fait, il s'appuie sur votre historique d'email, il comprend votre style, il comprend le style de millions d'autres emails qu'il a pu avoir dans son stock. Et en fait, le modèle, lui, va lui permettre de proposer, de faire des suggestions et de prédire finalement la fin de votre phrase, vous faire gagner du temps, parce qu'on estime aujourd'hui que un peu plus de 20% de notre temps en entreprise est passé à écrire et composer et répondre à des emails. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? On pourrait détailler tous les autres modèles, mais finalement, je pense que ce qu'on comprend bien, c'est qu'il y a une espèce de cercle vertueux, finalement, dans cet usage des données pour créer des modèles prédictifs. Un outil comme Gmail, son but est d'avoir plus d'utilisateurs. Parce qu'en fait, plus il a d'utilisateurs, plus il va pouvoir accumuler de données. Ces données vont créer l'historique de données sur lequel il va pouvoir entraîner ses modèles. Et plus il aura de données à donner en entrée de ce modèle, meilleure sera la performance des algorithmes. Donc, les algorithmes plus smart en bas. Et ces algorithmes plus smart, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont améliorer l'expérience du client. Donc, plus l'expérience sera de qualité, plus vous aurez envie de rester, plus ça va attirer de nouveaux utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on parle de cercle vertueux. Parce que plus on attire d'utilisateurs, plus on a de data, on améliore les algorithmes, on améliore le produit in fine. C'est pour ça qu'on a cette guerre à la taille des audiences chez les géants de la technologie, parce que la collecte de données est vraiment le nerf de la guerre pour être capable d'avoir des algorithmes prédictifs qui améliorent l'expérience client en permanence. Aujourd'hui, ces types de produits, là on a plutôt focalisé sur un produit d'intelligence artificielle, de machine learning. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 4 catégories de produits sur lesquels on peut utiliser la donnée pour générer de la valeur. Le premier produit, la plupart d'entre vous êtes familiers, même si je pense qu'on ne l'utilise pas encore complètement à l'échelle au sein du groupe, ce qu'on appelle les analytics. La production de tableaux de bord, d'indicateurs de manière automatisée en temps réel et des dashboards, des tableaux de bord dans lesquels on peut naviguer automatiquement, avec Tableau, avec Power BI, et qui représentent la performance de nos processus pour être capable de les améliorer. Deuxième exemple, ce qu'on appelle le data processing ou les calculs en big data. C'est comment on utilise des nouvelles technologies de données pour être capable de faire des calculs
sur des millions de points de données, voire des milliards de points de données aujourd'hui, sur des calculs qu'on ne pouvait pas faire, pas de manière non coûteuse, il y a encore peu de temps. Le troisième type de produit, c'est ce qu'on appelle le machine learning, l'intelligence artificielle. Donc là, c'est utiliser des techniques prédictives de manipulation des données pour être capable d'avoir des algorithmes qui sont capables de prédire en s'appuyant sur les données du passé, soit pour faire des recommandations à des clients, prédire la fin d'un email, détecter une fraude. Et le quatrième type de produit, qui est extrêmement puissant également, c'est l'échange de données. Comment on est capable de partager des données, soit en publiant nos données, en les monétisant, c'est-à-dire en les commercialisant en direct auprès de nos clients, quand cela est conforme aux politiques de données du groupe, ou comment on est capable de les partager, y compris avec des compétiteurs, avec les technologies appropriées, pour être capable de générer plus de valeur en mettant en commun les données. Peut-être que le mieux, c'est de vous donner des exemples concrets, finalement, de ces différents types de produits au sein du groupe. Sur les analytics, j'ai choisi de les illustrer par deux grands programmes qui ont déjà été mis en place au sein du groupe. Un programme qui s'appelle Smart Analytics chez GBSU, qui est le calcul systématique et la mise en place de tableaux de bord dynamiques sur l'ensemble des chaînes de valeur post-trade en marché de capitaux chez GBSU, pour être capable de piloter la performance de ces chaînes de valeur. Donc, les mettre dans les mains des managers pour une utilisation quotidienne de monitoring de ces chaînes et de prise de décision. Un autre exemple, un programme qui a été développé par les équipes RH du groupe, qui s'appelle HR Analytics, et qui permet de consolider l'ensemble des données RH sur les principaux processus de la fonction RH du groupe et de le prendre dans toutes les sources, dans tous les systèmes du groupe, pour avoir une vision consolidée et pouvoir piloter nos processus de performance, nos processus de mobilité, et d'être capable de mettre des indicateurs clés dessus et pouvoir les suivre de manière consolidée. Sur la partie calcul big data ou data processing, encore une fois, être capable de faire des calculs complexes sur des grands enjeux de données. J'ai pris deux exemples qui ont été développés dans les data lakes du groupe. Un côté marque, risque et GBSU qui s'appelle FRTB, donc en lien avec la réglementation de revue fondamentale du trading book, qui nécessitait d'ajuster la façon dont on calcule nos risques sur nos activités de marché et qui nécessitait un traitement de points de données beaucoup plus important. Donc des dizaines de millions de points de données chaque jour à recalculer pour être capable de produire nos métriques de risque. Et donc, les équipes du groupe ont pu s'appuyer sur les technologies, les infrastructures Big Data, les technologies Big Data pour être capable de produire ces calculs quotidiennement et être capable de répondre aux enjeux réglementaires. De la même façon, côté MyContra, avec les équipes risque et des FINER ESG, le but là était d'obtenir plus de finesse, donc de s'appuyer sur les capacités de calcul du Big Data pour être capable d'ingérer plus de données à une maille plus fine, jusqu'au contrat individuel avec le tiers personne morale ou personne physique, pour avoir plus de granularité, plus de finesse dans le calcul du risque de crédit. Et donc, encore une fois, en exploitant les capacités, les investissements que le groupe avait fait sur les infrastructures Big Data. Sur les produits de machine learning, je vais en citer deux, puisqu'on a aujourd'hui plus de 170 cas qui s'appuient sur ces techniques d'intelligence artificielle. Le premier, c'est un cas d'usage qui a été développé par les équipes de GLBA sur des émissions obligataires. Ici, le but est d'être capable d'apporter un conseil aux clients en s'appuyant sur les données des émissions précédentes. Donc, notamment quand un client vient voir les équipes de GLBA pour faire une émission obligataire, on va être capable de prédire en fonction des caractéristiques de l'émission que souhaite le client si celle-ci a des chances de rencontrer le succès sur le marché. Donc, en faisant varier les différents paramètres de l'émission, et en s'appuyant sur les données passées, les autres émissions placées sur le marché, on va être capable de le conseiller finalement dans les paramètres optimaux de son émission. De la même façon, ça peut être utilisé pour les forces de vente, pour connaître les contreparties qui sont les plus susceptibles d'être intéressées pour souscrire à cette émission obligataire. Le deuxième exemple, qui est un exemple plus réglementaire, qui a été développé par IGAD, CPLE et Marc. Là, il s'agit d'un cas d'usage qui s'appelle CAST, et qui permet d'automatiser la surveillance des communications régulées, des communications de marché, et qui permet de transcrire automatiquement les communications, qu'elles soient téléphoniques, par email, par chat. Donc là, on utilise des algorithmes de traitement automatisé du langage par l'IA. On transcrit automatiquement et on va détecter des patterns de conversation anormales qui pourraient relever, par exemple, de l'abus de marché. Et aujourd'hui, ces conversations, c'est plus de 2 millions d'heures de conversations téléphoniques et des dizaines de millions d'emails dans 26 langues, dans 16 pays. Et le fait d'utiliser les algorithmes pour le faire est beaucoup plus efficace aujourd'hui que de faire des prélevages par échantillon.
Enfin, le dernier produit, ce qu'on appelle les échanges de données, on a deux exemples. Des exemples côté marque, côté capital market, où là, via la plateforme SG Market, on commercialise des jeux de données qui sont extrêmement précieux pour nos clients FI ou hedge fund et qui sont des données propriétaires, mais néanmoins commercialisables des équipes marques et qu'on met à disposition via rémunération à nos différents clients. Et un autre exemple qui est développé par GBSU, ce qu'on appelle la plateforme DANI, là qui va mettre en commun nos données, par exemple de tiers personnes morales, donc les données référentielles, les caractéristiques de nos clients, telles qu'on les a, et qui va les partager avec des techniques d'encryption avec d'autres banques, sans que jamais aucune des banques ne voit les données des uns et des autres, ce qu'on appelle des techniques de préservation de l'anonymat. Et en fait, on va être capable, par contre, de savoir si les informations qu'on possède sur un tiers sont les mêmes que celles des autres banques, sans que jamais personne ne les voit. Donc, on va savoir si on est dans le consensus, par exemple, sur le pays de domiciliation d'une contrepartie. Et quel va être le bénéfice pour nous? Ça va être de pouvoir améliorer la qualité de nos données en se comparant automatiquement avec les autres, sans pour autant être enfreint la confidentialité de nos informations. Après ces quatre principaux types de produits, ce que je voulais voir avec vous, c'est peut-être faire un focus assez rapide sur l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui mêle un peu des fantasmes et de la réalité. La réalité, c'est très impressionnant, comme par exemple quand l'algorithme de DeepMind qui s'appelle AlphaGo a battu le champion du monde coréen Lee Sedol, ou quand en bas à droite, un algorithme est capable de peindre un nouveau Rembrandt en s'appuyant uniquement sur les données des Rembrandts existants et sans avoir été programmé explicitement pour le faire. Aujourd'hui, la réalité, elle est plus pragmatique en fait. Au-delà des fictions ou des exemples impressionnants, l'intégration de l'IA dans la transformation des métiers, elle prend plus la forme au sein des produits tels qu'on les a décrits précédemment. Alors, peut-être un point de définition à partager avec vous, très rapide, parce que souvent on entend pas mal de confusion autour de ce terme d'intelligence artificielle. Moi-même, j'ai utilisé alternativement le mot machine learning. Juste pour partager avec vous quelques concepts, aujourd'hui, cette notion d'IA, elle est souvent un peu fluctuante en fonction des acteurs. Mais aujourd'hui, la définition qu'on a retenue au sein de Société Générale, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une branche de l'algorithmique qui est d'une science, donc la création de programmes informatiques. Et ces programmes d'intelligence artificielle sont des programmes qui sont capables notamment de raisonner, de prendre des décisions, d'agir et de s'adapter. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se reprogrammer en quelque sorte tout seuls en fonction des résultats qu'ils obtiennent. Une des branches de l'intelligence artificielle s'appelle le machine learning. Il existe d'autres branches, notamment les systèmes experts. Mais la branche la plus prometteuse, celle qui capte le plus d'investissement et qui est utilisée majoritairement dans le groupe aujourd'hui, ce qu'on appelle le machine learning, là qui s'appuie sur les données, qui utilise des données du passé pour faire des prédictions et est capable de prédire un état futur. Donc là, plus on a de données, plus on est capable de nourrir cet algorithme et d'obtenir de la performance. Et enfin, il y a une dernière branche qu'on appelle le deep learning. Vous avez parfois entendu parler, ce sont des sous-branches du machine learning. Ce sont des algorithmes à base de réseaux de neurones artificiels. Ils sont extrêmement puissants pour traiter le texte et l'image et qui sont une sous-famille du machine learning. Donc aujourd'hui, on l'a vu, ces algorithmes de machine learning s'appuient sur des données et font des modèles et font des prédictions. Et ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes d'éthique, notamment en fonction de la reproduction des biais qui sont dans les jeux de données qui servent à l'entraînement. Et on a vu des exemples par le passé, que ce soit dans les politiques de recrutement chez Amazon, qui ont mis en place, enfin, qui ont programmé, en s'appuyant sur ces données, des algorithmes de recrutement sexistes et qui faisaient une discrimination envers les femmes, ou Apple, qui a également utilisé des algorithmes de machine learning dans ses politiques d'octroi d'Apple Card et qui faisait également une discrimination de genre. Donc, il y a une attention extrêmement importante, comme ces algorithmes ne sont pas explicitement programmés à utiliser des données passées, il faut avoir une attention très particulière sur les jeux de données et ne pas reproduire les biais, et également sur le comportement des algorithmes dans le temps, comme ils s'adaptent, puisqu'on a vu que c'était une des caractéristiques des algorithmes d'intelligence artificielle, il faut également être capable de mesurer leur performance dans le temps et être sûr qu'ils ne se dégradent pas. Et ça, c'est un point sur lequel la Commission européenne a publié un texte qu'on appelle l'AI Act pour réguler l'usage de l'intelligence artificielle dans l'espace économique européen. Donc, ce qui impacte tous les acteurs, y compris les banques, mais les banques dont le groupe Société Générale, bien sûr, sont un peu plus mûres, parce qu'on a déjà en place un certain nombre de politiques de gestion du risque de modèle à travers le framework MRM. Néanmoins,
Innovation, on a aussi fait beaucoup pour maintenir, parce qu'on est persuadé que la diversité, elle se représente dans le jeu de données, mais également dans les personnes qui implémentent ces algorithmes. Donc, on a fait plusieurs initiatives, à la fois à travers le groupe Women in AI, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont peu représentées dans les communautés de data scientists, et on pense que c'est extrêmement important d'arriver à la parité sur ces communautés pour que les algorithmes prennent en compte l'ensemble des diversités, pas que dans les jeux de données, mais également dans la façon de les concevoir. Et on a également fait des ateliers auprès des plus jeunes pour les sensibiliser sur ces sujets, notamment avec des rencontres Teens and Girls in AI, qui étaient des ateliers pour inciter les plus jeunes, garçons et filles, à coder et à se lancer dans l'aventure de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on l'a vu, l'IA est un des types de produits, ou le machine learning est un des types de produits de données qu'on peut créer pour faire des modèles de prédiction. Mais où est-ce que ça a plus de valeur pour une banque ou dans les services financiers? Pour nous, il y a 4 grandes zones de valeur. La première, c'est la personnalisation. Utilisée pour prédire un conseil à un client, prédire des choses futures qui vont arriver, être capable de personnaliser cette relation pour être capable de contextualiser en fonction des données du client et faire en sorte qu'on anticipe leurs besoins, que ce soit sur un besoin d'investissement ou pour lui soumettre une alerte sur le comportement de son compte. En tout cas, personnaliser, passer d'une approche transactionnelle à une approche personnalisée. Le deuxième axe, c'est la réactivité. Donc, on l'a dit, les algorithmes d'intelligence artificielle sont extrêmement forts pour traiter les données de langage, notamment les emails, les chats, être capable de faire de la réponse et de comprendre ces textes, alors plutôt de manière basique, il ne faut pas attendre une conversation très développée. Et c'est pour ça qu'on voit le développement à la fois des chatbots, mais également ce qu'on appelle les voice bots, c'est-à-dire des robots capables de répondre à une conversation téléphonique, et d'être capable aussi de répondre très rapidement aux emails de nos clients et aux sollicitations entrantes. Le troisième axe, c'est un axe d'efficacité assez classique, mais là encore une fois avec une approche un peu particulière, c'est le traitement documentaire. Encore beaucoup de processus au sein du groupe et au sein des banques de manière générale s'appuient sur de l'analyse documentaire. La réception, de la confirmation d'un ordre, une facture pour débloquer un crédit. Tous ces points-là, tous ces processus ont en commun de recevoir un email avec une facture en PDF, devoir double-cliquer sur la pièce jointe, l'analyser, extraire de l'information, la recopier. Aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle sont relativement puissants pour faire ces analyses et compléter l'analyse humaine et en tout cas lui faire gagner du temps sur les tâches les plus basiques. Et dernier point sur lequel les algorithmes d'intelligence artificielle sont extrêmement puissants, c'est la détection de comportements anormaux ou de fraude, de points anormaux. Et là, ce sont des algorithmes extrêmement intéressants pour la lutte anti-fraude ou pour la lutte anti-blanchiment. En synthèse de cette partie, ce qu'on peut retenir, ce qu'on propose comme enseignements principaux, pour nous, la génération de valeur, elle peut être faite à travers 4 grands types de produits donnés. Donc, soit des analytics, des calculs complexes de données, notamment big data, des produits de machine learning ou d'intelligence artificielle, l'échange de données. L'IA, c'est notre deuxième enseignement, en raison de ses capacités prédictives et notamment sur le langage naturel, est extrêmement puissante pour apporter de la valeur dans 4 grandes catégories de la banque, sur la personnalisation, la réactivité, l'efficacité ou la sécurité. Et enfin, l'IA, de par son adaptation et son auto-évolution, est un produit un peu particulier dont la valeur s'améliore à travers le temps et la collection de données, mais qui nécessite aussi la mise en place de mesures éthiques pour être sûr de conserver toute la confiance et la maîtrise. Alors j'espère que ces premiers éléments de la masterclass vous ont été précieux pour comprendre les clés de cette transformation ou les réalisations concrètes qu'on peut faire. Mais dans cette dernière partie, ce qu'on voulait vous passer comme message, c'est aussi vous rappeler votre rôle. En fait, cette transformation, l'atteinte de ces 350 millions d'euros, ou cette transformation stratégique par la donnée, comme l'a souligné Julien Lévy, elle ne pourra pas se faire sans vous, ambassadeur. On a besoin de vous à bord, c'est pour ça qu'on partage ces clés aujourd'hui. On est conscient également que vous avez besoin de moyens, sans doute de formation pour aller plus loin, ou pour emmener vos équipes dans ces sujets, de pouvoir aller plus loin et construire vous-même les produits data de demain au plus près des chaînes de valeur. Parce qu'en fait, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas le faire de manière centralisée. Ce n'est pas une équipe centrale qui peut connaître la diversité de nos métiers, comprendre les préoccupations de nos clients de manière fine. Donc, les seuls qui sont capables de construire ces produits de données et de les aligner avec la stratégie sont l'ensemble des équipes métiers que nous avons dans le groupe. Et vous êtes les mieux placés, finalement, pour jouer ce rôle.
que nous sommes convaincus qu'effectivement, ces cas d'usage data IA, qu'on appelle de nos voeux, pour compléter le portefeuille, maintenir notre croissance et notre transformation, il doit être absolument aligné sur la stratégie métier. Ils ont besoin d'experts data, comme des data scientists, des data analysts, mais surtout, ils ont besoin d'expertise métier. C'est celle dont vous êtes les dépositaires, dont vous êtes les garants, et on a besoin de cette expertise métier pour concevoir ces produits de données. Cette transformation de data, elle est beaucoup plus une transformation culturelle, et ça, Julien Lévy l'a souligné auparavant, et elle nécessite d'emborder tous les collaborateurs, pas uniquement les experts, pour être sûr qu'elle s'ancre en profondeur. Donc, on a notamment besoin de travailler la sensibilisation sur la donnée, faire connaître ce qui existe, donner des idées. On a besoin de travailler des nouvelles façons de travailler, donc des nouvelles méthodes. On a parlé de l'agilité, mais également dans la conception, dans le design des produits. On a besoin de nouveaux talents, finalement, demain, pour être capable de construire ces produits. Et le troisième accès, ça on l'a mentionné, et c'est la réponse qu'on avait faite tout à l'heure à la question de Stéphane, sur l'accès à la donnée et le data tooling pour le démocratiser, faire en sorte que chacun d'entre vous puisse avoir accès facilement à un grand jeu de données, un grand nombre de jeux de données et d'outils pour les transformer. Peut-être partagez-vous quelques questions. Encore une fois, ces questions vont être simplement des indicateurs peut-être de questions à se poser à votre niveau, avec vos équipes, pour dire est-ce que je suis déjà à bord de cette transformation de data, est-ce que j'ai déjà commencé à le faire? Et les questions qu'on vous proposait, c'est de dire est-ce que déjà à votre niveau, vous connaissez les data experts, les data scientists ou les responsables de transformation de data, votre chief data officer, les experts qui couvrent votre domaine? Est-ce que vous interagissez fréquemment avec eux? Est-ce que vous connaissez votre rôle? Est-ce que vous connaissez la stratégie de data de votre entité, les principaux cas d'usage, les investissements qu'on fait ou la contribution qu'on vous demande? Il y a aussi l'utilisation quotidienne. Est-ce que vous avez l'opportunité d'utiliser de la donnée en live directement depuis les systèmes ou depuis un système interactif avec des analytics, comme on a vu avec Power BI ou Tableau dans vos différents meetings d'équipe pour illustrer la performance, pour discuter de la performance des processus? Est-ce que vous avez facilement accès à ces données en dehors des systèmes? Parce qu'aujourd'hui, on a une approche qui est encore très centrée sur l'application. J'ai accès à l'application X et je vais regarder la donnée dedans. Ici, l'approche par la donnée, ça nécessite d'accéder à la donnée brute et pouvoir la retravailler dans Excel, ou dans Power BI ou dans Tableau. Donc voilà, c'est une bonne question à se poser. Une autre question, c'est est-ce que moi et mon équipe, par exemple, on a des indicateurs sur les chaînes de valeur dont on est responsable. Si vous êtes responsable d'analyse crédit, est-ce que vous avez les indicateurs de production, le nombre de dossiers qui rentrent, le délai moyen pour un traitement? Est-ce que ces indicateurs-là, vous les avez à portée de main? Est-ce que vous les surveillez? Est-ce qu'elles s'appuient sur la donnée en temps réel? Et les deux dernières questions, elles sont plus globales et finalement, on va peut-être y répondre avec les solutions qu'on vous propose par la suite. C'est est-ce que vous connaissez l'apport de valeur possible des données pour transformer votre périmètre après ce qu'on a partagé, ou est-ce que ça reste toujours nébuleux? Et dernier point peut-être, est-ce que vous êtes prêt à sponsoriser un produit data? Alors ça fait beaucoup de questions, évidemment le but n'est pas d'y répondre aujourd'hui, elles sont plus pour aider à guider votre réflexion sur le rôle que vous pouvez jouer dans cette transformation de données. Et nous aujourd'hui aussi, on est convaincus que ça passe aussi par des enjeux de formation. Et finalement, cette masterclass aujourd'hui n'est qu'une introduction à un programme plus large de formation auquel on souhaite vous donner accès en tant qu'ambassadeur, pour être capable d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, on vous présente ce programme de formation qu'on a conçu pour vous, qui va être accessible dès demain. On va ensuite mettre en place tout au long de l'année pour vous donner les moyens d'aller plus loin selon vos envies, selon le temps que vous pouvez y consacrer. Mais pour nous, on est convaincus que c'est votre responsabilité d'aller plus loin pour mieux comprendre ces enjeux qui vont rester aussi, autant que la RSE et le digital, la donnée vont faire partie des grands leviers de transformation stratégique du groupe sur les années à venir. Et pour nous, c'est la responsabilité de chacun de se les approprier en profondeur. Donc, pour nous, on a prévu un programme à la fois où on peut apprendre à son rythme, donc ce qu'on appelait aller un peu plus loin et plutôt en rythme propre, donc soit l'apprentissage par l'exemple, l'apprentissage via la plateforme Coursera. On va également organiser des sessions de partage, sont appelées des sessions Ask Me Anything. Ce sont que des Q&A, c'est un peu comme cette session-là, sauf qu'il n'y aura pas de matériaux, c'est venir répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous pouvez avoir. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions de béotien ou d'experts sur la data. On est là pour répondre à toutes vos questions et pouvoir vous guider. Donc, on va vous envoyer, vous proposer. D'ailleurs, vous pouvez vous connecter à travers le lien qui est disponible dans la chatbox pour pouvoir vous inscrire dès à présent sur le contenu qui vous paraît le plus approprié. Puis après, on a un cursus plus avancé
des cursus certifiants, où là, on a à peu près une centaine de places qui sont prévues pour vous, si vous êtes intéressé, avec Harvard et HEC. Je vais peut-être vous les détailler rapidement sur ce contenu. Le premier point, c'est apprendre par l'exemple. Il existe aujourd'hui déjà beaucoup de contenus au sein du groupe qui sont disponibles. On a ce qu'on appelle le flagship des cas d'usage. Donc là, c'est les 16 principaux cas d'usage du groupe qui sont détaillés de manière éditoriale. Il y a des webinaires, il y a beaucoup d'articles dans SG News et on a des événements également sur la place de Paris. Chacune de ces cases est un lien que vous pouvez consommer à votre gré en fonction des éléments qui vous intéressent. Et si vous voulez plus d'informations sur ce contenu, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de détailler pour vous ou de vous guider à travers ce contenu qui est un peu riche. L'ensemble de ce contenu est accessible sur la communauté SBC qui est disponible sur le lien en bas à droite. On a également mis en place un partenariat avec Coursera, donc l'apprentissage en ligne. Vous pouvez faire à votre propre rythme. Et on a 4 grands cours qu'on a cités en bas du slide. Dans ce programme qui est en place avec la direction RH du groupe, avec HRCO depuis un peu plus de 3 ans. Il y a plus déjà de 5000 employés qui sont certifiés sur cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, notamment l'avantage de Coursera est de pouvoir gérer le rythme et de ne pas forcément dépendant des sessions et de pouvoir apprendre à son rythme, voire sur mobile. Et la plateforme est accessible à l'ensemble des collaborateurs du groupe. On a 3 autres, pardon. Un programme qui s'appelle Data for Business. Data for Business, c'est un programme qui a été développé à l'origine par les équipes de GBSU et déjà déployé dans un certain nombre d'équipes chez GBIS, soit chez GLBA, chez GSS ou GBSU, et qu'on a retravaillé pour l'intégrer au niveau du groupe et le mettre à votre disposition. Data for Business, c'est 4 sessions d'1 heure sur les fondamentaux de la donnée. Les aspects les plus technologiques, la partie gouvernance et qualité des données, les usages et la data science. Ces 4 modules, de la même façon, si vous dites oui, je suis prêt à investir 4 fois 1 heure pour avoir un panorama un peu plus global de la data, n'hésitez pas à vous inscrire. On organisera les sessions qui vous regrouperont par groupe d'ambassadeurs pour être capable de partager ces questions. Et donc, ce sera 4 modules d'1 heure à organiser, sans doute sur entre 6 et 8 semaines pour bien les planifier. Et on vous mettra en relation aussi avec des experts du groupe qui animeront ces sessions. Ensuite, on a des programmes de certification. Donc là, avec HEC NetExplo, qui sont là pour vous certifier. Donc, Julien Lévy qui anime un cours. Là, l'investissement est le plus important. C'est 25 heures sur 6 semaines. Vous avez les dates de démarrage qui sont à droite des prochaines sessions. Encore une fois, on vous offre ces programmes de certification pour vous, en tant qu'ambassadeur, pour pouvoir tenir votre rôle et intégrer ces éléments de la data dans votre stratégie au quotidien. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à nous poser des questions sur ce programme. Donc, on a un programme avec HEC NetExplo en français, en anglais. Donc, les cours seront suivis à distance. Et on a également un programme avec Harvard, la Harvard Business School, où là, c'est un programme encore un peu plus conséquent pour ceux qui veulent aller plus loin, notamment par les auteurs Marco Ianciti et Karim Lakhani qui ont écrit un ouvrage de renom sur la transformation IA. Et là, c'est une 40aine d'heures avec un démarrage soit fin mars, soit fin septembre pour ceux qui le souhaitent. Voilà, j'espère que ces différentes clés de formation vous parlent. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces contenus et on reviendra vers vous de toute façon pour vous aider à mieux les comprendre si ma présentation était un peu rapide. Les enseignements rapides, donc voilà, on a besoin de mener une transformation culturelle, donc vous êtes un acteur clé pour atteindre cette ambition de 350 millions d'euros qui est de génération de valeur, qui est un challenge clé et un key result pour le groupe. L'investissement dans vos compétences est un pilier absolument stratégique pour atteindre cette transformation culturelle. Et maintenant, voilà, on vous attend pour joindre ce programme. N'hésitez pas, et encore une fois, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans ce développement. Quelques mots de conclusion très rapides et assez simples. J'ai appris cette citation très classique qui dit qu'effectivement, un très grand voyage de milliers de kilomètres commence toujours par un premier pas. Et je pense que sur la data, le premier acte, effectivement, il faut essayer. Il faut essayer de se lancer et construire son premier data product ou imaginer un premier produit. Ça ne marchera pas la première fois. Il va falloir essayer, il va falloir échouer. Il va falloir passer par la courbe de désenchantement qu'évoquait Julien Lévy, notamment pour effectivement se frotter à la difficulté de manipuler ces données. Mais surtout, le plus important, c'est qu'on a vraiment besoin de vous pour faire en sorte que cet objectif d'atteinte de transformation massive par la donnée et la valorisation de 350 millions d'euros, elle ne se fera pas sans vous, elle ne se fera pas sans l'ensemble des collaborateurs au plus près des chaînes de valeur. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà riche d'un grand patrimoine, de beaucoup de cas d'usage, mais je pense qu'on peut faire encore beaucoup plus.
Merci beaucoup, en tout cas, pour votre attention. Et je vais peut-être passer la séance de Q&A pour répondre aux questions. Il nous reste 5 minutes, mais si vous pouvez rester, je vais prendre un peu plus de temps pour ceux qui peuvent rester pour répondre à vos différentes questions. Alors. Donc, on a des questions sur, avez-vous des retours d'expérience de Vola? Comment peut-on accélérer l'acculturation à la data? Donc, on vous a partagé les différents éléments, à la fois convaincu que c'est un mélange à la fois de connaître ce qui se passe dans le groupe, donc connaître les cas d'usage, regarder les séminaires, regarder les présentations, aller sur la plateforme Go/AI qu'on a mis à votre disposition, rencontrer des personnes qui mènent ces cas d'usage. Et ensuite, de se former. Donc, se former, suivre les différents modules qu'on vous a mis à votre disposition, soit en self-learning, soit via des parcours certifiants, pour être capable d'acquérir ces différents éléments. Donc, à la fois meilleure connaissance des réalisations et développement des compétences. On a une question de Gilles Verseil sur les déclinaisons de l'IA dans la banque de détail. Le scoring de crédit, les chatbots, le conseil automatisé, quelles sont celles qui sont les plus avancées à ce jour à la Société Générale? Alors Gilles, peut-être pour répondre à ce point, on a fait, nous, une étude de marché l'année dernière qui recense les principaux cas d'usage qu'on voit sur le marché de la banque de détail, soit portés par des banques européennes, américaines ou asiatiques, soit portés par des fintechs. Donc, la conclusion de cette étude, qui recense à peu près 80 cas d'usage sur l'ensemble de nos périmètres, à la fois orienté client, orienté efficacité ou gestion du risque. Ce qu'on peut voir, c'est que collectivement, Société Générale a commencé à travailler, on va dire, 80% de ces cas d'usage. Et je dis collectivement parce que ce sont l'ensemble de nos banques de détail, à la fois chez BDDF, chez Boursorama, dans la sphère IBFS, en Europe de l'Est ou en Afrique. Mais on n'a pas encore un acteur qui les a tous traités. Donc, la prédominance de ce qu'on voit, on est relativement fort en détection de fraude, fort sur la gestion des opérations d'efficacité. Nos chatbots commencent à monter en puissance et à traiter plusieurs milliers de conversations par jour. La partie VoiceBot commence à devenir une réalité, c'est-à-dire l'utilisation de cette intelligence artificielle dans les centres d'appel pour être capable de faire des premières réponses à première intention en appel. Et beaucoup dans la sphère marketing et commerciale, notamment la recommandation, les moteurs de meilleures recommandations de produits, prochains produits à recommander, pour être capable de venir en soutien de nos forces commerciales et les aider finalement dans la relation client en détectant le produit le plus approprié pour nos clients banque de détail. On sait que la taille des portefeuilles devient de plus en plus conséquente, donc automatiser ce conseil, mais toujours en relation avec les forces commerciales. On a une question de Mohamed Chouker de Kenworth Ambrose en disant, voilà, on sait que nettoyer des données et connecter des systèmes legacy peut être très coûteux. Quelles sont les possibilités sur une approche plus radicale de commencer une banque de zéro depuis avec des données propres et une architecture à côté de la banque legacy pour ou contre effectivement dans ces chemins de transformation? Oui, la mise en qualité des données, la mise en accessibilité des données en partant des systèmes legacy, on le sait, est une démarche longue, coûteuse, qui peut parfois sembler plus simple de repartir d'une feuille blanche, de repartir de zéro. Donc, on a plusieurs approches. On a des approches complémentaires dans le groupe, pas que sur la data, c'est vrai aussi quelque part sur les core banking systems. Est-ce qu'on repart de zéro, est-ce qu'on développe un tout nouveau système? Je pense que sur la donnée, il faut savoir de toute façon créer une approche un peu systématique de production des datasets, d'extraire et de documenter, parce que même en repartant sur un nouveau système, la complexité viendra avec le temps. Le by design peut aider, bien sûr, à documenter les jeux de données, mais en fait, le point, c'est qu'il faut une vraie discipline à travers le temps pour gérer à la fois l'aspect transactionnel du core banking, des systèmes transactionnels de manière générale, et la gestion de la donnée à part pour être capable de le faire. Donc, on sera toujours tenté, parce que la pression est sur le transactionnel pour faire tourner la banque et ses opérations, de mettre la data au détriment. Donc, je pense qu'il faut plutôt être rigoureux par défaut, avoir cette approche, et quelle que soit l'approche qu'on a retenue pour le core banking system. Donc, plutôt, de toute façon, c'est une vraie discipline, une vraie zone d'investissement
Donc, je ne pense pas que repartir d'une feuille blanche soit la solution, la seule solution ou la solution nécessaire. Alors, on a une question de Rémi Danis qui nous dit « Toutes les équipes commerciales, risque et conformité sont forcément intéressées par cet usage de la donnée, mais comment peut-on leur permettre de savoir ce qui est possible, ce qui ne l'est pas techniquement ou d'un point de vue juridique dans les contextes de budget et de CAPEX qui ne sont pas illimités ?» Effectivement, ça c'est un point qui revient extrêmement fréquemment. Donc, d'un point de vue, le principal est déjà d'avoir des idées. On l'a dit, c'est de concevoir le produit et c'est ça la marche la plus difficile pour les équipes business aujourd'hui. C'est de pouvoir imaginer, de concevoir un produit, comment il va transformer le métier. Ensuite, effectivement, il faut voir si la donnée est accessible et faire en sorte de vérifier son accessibilité et comment on va pouvoir l'utiliser. Et après, le groupe a déjà mis en place beaucoup de processus robustes, que ce soit dans les questionnaires data, les questionnaires d'accessibilité, qui vérifient la conformité avec GDPR, la conformité juridique, les aspects de sécurité, et sont des processus extrêmement rigoureux, développés par les équipes RESG pour être certain qu'on répond bien à ces garde-fous. D'un point de vue juridique, on sait traiter ces aspects-là. La principale attente qu'on a aujourd'hui, c'était un début de cette masterclass, c'est avant tout déjà imaginer les produits. Après la CAPEX, tu as 100% raison, on sait qu'elle est limitée, on sait qu'elle est restreinte actuellement, qu'elle est aussi beaucoup absorbée par la réponse à des enjeux réglementaires. Mais justement, il faut être capable de prévoir dans le temps. En fait, le cycle de vie d'un produit data passe déjà par une phase, on l'a dit, d'idée, puis de POC. Et ça, ce POC, il peut être fait à un niveau même métier avec des équipes qui ne sont pas forcément prises sur la CAPEX pour construire les premières étapes et faire tout le design. Et ces phases, elles peuvent parfois prendre 3 à 6 mois pour ensuite être inscrites à la feuille de route de l'année prochaine pour l'industrialisation, le lien avec les équipes IT et technologie et pouvoir envisager le scale. Donc, il faut qu'il y ait toujours cette boucle itérative d'idées, de conception d'idées dès le début, qui ne prend pas forcément sur la CAPEX, mais après, pour tout ce qui est gestion budgétaire et questionnement juridique et technique, on a les processus pour être capable de faire. Je prends peut-être une dernière question. Peut-être une question de Corinne Touran. Quels sont les projets, et qui fait aussi écho à la question d'Olivier Picard, d'une certaine manière, sur le lien entre data IA et les liens avec l'ESG, à l'échelle groupe, dans les BU, dans les SU. Donc, on a beaucoup de réponses sur ce point. La data, elle est clé pour l'ESG, elle est clé pour piloter nos engagements, pour être capable de produire nos différents reporting, que ce soit métier ou réglementaire, sur l'ESG, d'être capable de faire de nouveaux types de modèles, soit d'impact climatique. Donc, la donnée, elle est clé. On sait d'ailleurs qu'elle est dure à trouver, que le marché n'est pas encore structuré pour être capable de l'acquérir. On a plusieurs grands programmes de groupe, que ce soit chez Risk ou chez Defin, pour résoudre ces sujets-là. Donc, on a la partie acquisition de données. Après, on voit aussi beaucoup d'usages prédictifs intéressants. Je vais citer 2 exemples qu'on voit notamment chez les startups. Une startup qui s'appelle Greenly, qui reprend un modèle qui est bien assez commun, qui est comment je peux prédire l'empreinte carbone pour les particuliers à partir notamment de leurs données bancaires et d'autres données si possible pour être capable de les aider à être plus vertueux dans leurs émissions personnelles. Un autre exemple qui est intéressant, qui est une startup qui s'appelle Namer, qui utilise du deep learning, donc de l'analyse d'images satellitaires, pour être capable de générer des points de données ESG sur l'ensemble des adresses du bâti français. Donc exposition au vent, risque de sécheresse, exposition solaire. Et en gros, Namer, c'est un fournisseur de data qui s'appuie beaucoup sur de l'intelligence artificielle pour fournir des jeux de données à d'autres acteurs comme nous, par exemple, d'assurance ou de banques commerciales. Je vais m'arrêter ici, parce que je me suis conscient qu'on a dépassé déjà depuis 4 minutes. Je tenais à tous vous remercier pour votre attention, pour les nombreuses questions. Je ne manquerai pas d'y répondre par écrit, après coup, pour tous aussi, et de vous répondre en direct, pour vous apporter ces différents éléments de réponse, que les questions étaient riches et diverses. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, je me tiens à votre disposition, et mes équipes aussi, pour vous accompagner, répondre à vos questions, notamment sur les programmes de formation, ou pour toute autre question que vous avez relativement à cette masterclass. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.